c'est quand même chaud de parler d'argent, comme tu dis. Ouais. J'ai effectivement une proposition de valeur qui est plus tout à fait alignée. Les enjeux marchés ont changé aussi. Je pensais pas du tout que ça allait nous emmener là-dessus, cette discussion, mais franchement. Et j'ai une nana qui m'a contactée en me disant j'ai eu un coup de cœur pour votre entreprise, j'ai eu un coup de cœur pour ou presque des fois on a envie de dire non mais là vous avez un atout de différenciation, utilisons-le quand même, ne soyons pas non plus trop humbles. Classe de ouf. Trop classe. Franchement, méga classe. Ni vous faire harakiri, quoi. Enfin, oui, la clairement. vie est suffisamment une chienne comme ça. Pour... Ouais, là, on peut aller très très loin aussi. C'est horrible, cette question. Alors, je profite d'avoir 2 reines de la communication à mes côtés. On est de retour dans un nouvel épisode de Oser l'efficacité, le talk qui fait briller les héroïnes et les héros de l'industrie. Et c'est notre premier épisode à plusieurs invités. J'accueille aujourd'hui Manon Cuillera, présidente de Centrameto, et Émilie Ledoiron, dirigeante du cabinet MITI, un cabinet de marketing industriel. Je ne vais pas m'éterniser sur leur présentation parce qu'elles ont toutes les deux déjà enregistré un épisode solo dans lequel vous pourrez en apprendre plus sur elles et leur activité. Aujourd'hui, on rentre directement dans le vif du sujet. Émilie, pourquoi le marketing industriel, c'est si particulier ? C'est un peu un monde à part. Déjà parce en tout cas en ce qui me concerne, je suis très souvent face à des gens qui ne savent pas ce qu'est le marketing. Donc c'est déjà une première évangélisation à faire. Et ensuite, effectivement, on est souvent sur des produits, des solutions, des process qui sont extrêmement complexes, avec des chaînes multidécisionnaires, des process d'achat qui sont longs. Donc voilà, ça fait quand même quelques critères. Alors, ce n'est pas uniquement le seul domaine dans le B2B où il y a ces critères-là, mais entre une maturité assez faible, des process de décision qui sont longs et beaucoup de décisionnaires sur les chaînes d'achat, ça fait déjà pas mal de choses. Il n'y a pas le côté un peu aussi de quoi on va parler ? C'est pas intéressant ce qu'on fait ? Ouais, si, clairement. Ça, je pense que c'est vraiment dû au manque de maturité marketing, d'avoir toujours l'impression soit de non, mais en fait, on fait comme les autres, donc c'est pas hyper intéressant d'en parler, soit confidentialité, j'imagine qu'on en reparlera, soit effectivement pas savoir par quel bout prendre le truc, alors qu'en fait, il y a des milliers de choses à dire, et après, souvent, ils se rendent compte que non, là, en fait, il y a trop de choses à dire, il faut prioriser. Donc voilà, il faut les mettre dans le bain, quoi. Et effectivement, sans dévoiler de grands secrets, on en reparlera tout à fait. Toi, Manon, tu as décidé d'adopter une stratégie marketing et commerciale forte pour Centrameto. Pourquoi, au départ ? Qu'est-ce que tu cherchais à faire avec ça ? Alors, c'est très drôle parce que quand tu parlais des freins, tu t'as cité le fait de tiens, je fais la même chose que tout le monde, donc je ne vais pas en parler, ça ne sert à rien. Donc, j'avais un petit peu cette vision-là de la communication en industrie sur mon secteur d'activité. Et en fait, en discutant avec des pairs ou des clients, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas du tout la bonne vision de mon entreprise. C'est-à-dire qu'ils étaient restés 10 ans en arrière quand j'étais toute seule ou qu'on était 2, en disant il y a eu énormément d'évolution, on a fait beaucoup d'investissements, etc. Et ça, je trouvais que c'était capital en fait de le faire voir à nos clients, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, enfin c'est pour ça que j'ai commencé. C'est pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur, à l'extérieur de l'entreprise. Et c'est aussi pour la marque employeur. Parce que des secteurs en tension, des difficultés à recruter. Et je trouvais que c'était vachement bien de montrer comment ça se passe chez nous, quelles sont nos valeurs, etc. sur les réseaux, parce que la diffusion est énorme. Oui, par rapport au fait de poster une annonce sur un seul canal, l'avantage de LinkedIn, par exemple, c'est qu'il y a énormément de vues et de partages, quoi. Donc c'est ça qui m'a poussée à utiliser, à déployer la communication et le marketing au sein de mon entreprise. Justement, tu as une communication qui est assez marquée. Enfin, moi, je trouve ça drôle. J'adore regarder ce que tu fais. Je trouve ça absolument génial. Ça casse un peu les codes de ce qui peut se faire en industrie d'habitude. Est-ce que tu sens des fois que tu as des partenaires qui regardent ça de manière un peu bizarre ou c'est plutôt bien accepté ? Alors, c'est plutôt bien accepté. Ce qui peut déranger des fois, mais je pense que c'est plus des clients que des pairs, c'est me dire on voit toujours Centrameto sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours là, mais où j'ai des petites réflexions des fois, mais vous bossez vous parfois et tout. Bah ouais, c'est juste qu'on a une stratégie éditoriale et qu'on s'y tient
Mais non, c'est plutôt bien pris et c'est apprécié. Alors, pas ce côté clivant, mais un peu disruptif de la communication chez nous. Ouais, c'est marrant parce que je ne le fais pas, parce que je me prends pas le temps de le faire. Si les autres le font, c'est qu'ils travaillent plus, quoi. C'est assez marrant. C'est surtout de se dire que ça fait pas partie du travail. Alors qu'aujourd'hui, la communication dans les boîtes, ça fait partie du job, quoi. Ouais, complètement. C'est pas un passe-temps, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai plein de clients qui me disent ça. Non, mais si je communique trop, mes partenaires, mes clients, mes financeurs vont croire que je m'amuse, quoi. Ouais. Ah, petit sujet d'évangélisation, là, encore. Ouais. Mais du coup, justement, Émilie, quand un client vient te voir, c'est quoi son but au départ? C'est quoi le problème qu'il veut régler de manière générale? Alors, ça dépend vraiment, parce qu'il y en a qui vont venir nous voir sur des sujets plus orientés strat, études de marché, plateforme de marque, etc. Et effectivement, pour ceux qui viennent nous voir sur des enjeux plus de communication, va y avoir différents cas. Un cas que je trouve particulièrement intéressant, et c'est un peu ce que tu disais juste avant, Manon, c'est en fait, là, je me rends bien compte que ça reflète plus du tout qui on est, et c'est presque décrédibilisant. J'ai un site web qui est éclaté au sol. Quand on arrive là-dessus, les yeux saignent. Clairement, moi, ça m'arrive encore, beaucoup trop souvent aujourd'hui. Vraiment, mesdames et messieurs de l'industrie, refaites vos sites web. J'ai effectivement une proposition de valeur qui est plus tout à fait alignée. Les enjeux marchés ont changé aussi. Par exemple, sur les enjeux de transition énergétique et environnementale, aujourd'hui, on a des acteurs qui font des choses hyper impactantes, qui ont vraiment un résultat hyper fort au quotidien dans les boîtes qu'ils accompagnent, mais sauf qu'ils ne le mettaient pas terriblement en avant parce que ce n'était pas forcément des gros enjeux il y a 10, 15, 20 ans. Maintenant, c'est le cas. Il faut beaucoup plus communiquer dessus, il faut capitaliser dessus. Ça va être évidemment sur des enjeux de communication RH, marque employeur, parce qu'il y a des tensions de recrutement. Moi, c'est jamais la première raison pour laquelle on vient me voir, parce que je pense qu'il y a des cabinets beaucoup plus spécialisés et il y a après l'enjeu d'attirer des nouveaux clients. C'est quand même, tout est lié à ça. Le business, et c'est bien normal. Je fais du marketing B2B, donc c'est un petit peu logique aussi. Donc voilà, il y a vraiment ces enjeux d'image, ces enjeux d'optimisation de process pour attirer plus de prospects, fidéliser les clients, et puis après aussi donner sur des reprises de boîtes une nouvelle identité à l'entreprise, de nouvelles ambitions, etc. et insuffler quelque chose de nouveau, quoi. En plus, ça, c'est un sujet grandissant en ce moment. La reprise de boîtes, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais c'est hallucinant le nombre de boîtes qui sont déjà sur le marché, qui vont se retrouver sur le marché dans pas si longtemps. Donc effectivement, Et même ceux, pour le coup, qui vendent leur boîte, faites l'effort avant. Oui, bizarrement, votre boîte sera beaucoup plus séduisante pour les futurs acheteurs. Donc souvent, ça se fait plus quand c'est repris, alors que ça devrait être anticipé, je pense, effectivement. De la même manière, une belle identité de marque, ça fait augmenter la valeur perçue. J'ai la même chose quand j'accompagne les entreprises à revoir leur process, à digitaliser. Une boîte qui est digitalisée, qui a même son carnet client, qui est clair, qui est propre, elle a beaucoup plus de valeur qu'une boîte où il va falloir tout détricoter au moment de la reprise. Donc oui, avant de vendre. C'est un peu comme Alors, je sais pas, c'est Stéphane Plaza qui faisait ça. C'était un peu la Valérie Damido, mais non, c'était Stéphane Plaza. Le home staging, je sais plus comment ça s'appelle. Sauf qu'on met pas une plaque de placo pour cacher la moisissure dans la salle de bain. On fait les trucs en profondeur, on fait ça bien. Oui. Voilà, s'il vous plaît. Pauvre Stéphane, il vient de prendre cher. Oui, je crois qu'il nous a pas attendu malheureusement. Je suis pas sûre. Tu veux te faire cancel, Manon, t'as oublié. On coupera ça. Bisous Valérie. Bisous Valérie, on prend. Bisous Valoche. Bisous Valérie. Cœur sur toi. Il y a un autre truc sur lequel je voulais rebondir dans ce que tu as dit, sur tout ce qui est responsabilité sociale, environnementale. Il y a aussi le truc de... Les gens font des trucs géniaux avant que ce soit obligatoire, ne communiquent pas dessus parce que de toute façon, ça n'intéresse personne. Au moment où ça devient obligatoire, c'est « Attends, on le faisait déjà, il faut communiquer ». Du coup, ils sont taxés de greenwashing parce qu'ils surfent sur une vague et qu'on n'a pas conscience que c'était déjà fait avant. Donc n'hésitez pas, je veux dire, vous faites des trucs cool, même s'il n'y a pas d'obligation, parlez-en, quoi. Enfin... Ouais, et au contraire, je trouve que ça montre que tu es en avance sur ton temps, que tu innoves, que tu anticipes, que tu as une vision de ton marché, des contextes sociétaux même, qui est plutôt intéressante à mettre en avant. Donc, et c'est pas parce que c'est pas parfait qu'il faut pas communiquer dessus. Ça, c'est... Soyez authentique, soyez honnête, et au contraire, justement, vous ne serez pas taxé de greenwashing si vous montrez bah oui, on a fait un petit pas,
Il nous reste encore tout ça à faire, mais on a déjà fait un petit pas. Et petit pas plus petit pas plus petit pas, très difficile à dire, mais j'ai réussi. C'est tout aussi valorisant qu'au contraire celui qui arrive en disant voilà, j'ai fait mon bilan carbone, la CV de tous mes produits, patati patata. Commencer small, c'est pas un problème, quoi. De toute façon, on trouvera toujours des gens pour dire « Ah, vous dites que vous faites ça alors que vous faites pas ça ». Oui, ben, c'est comme voilà, je suis écolo et je mange de la viande ou ce genre de choses. Tu auras toujours quelqu'un pour te dire que tu n'en fais pas assez. Mais c'est très souvent ceux qui en font le moins aussi. Donc, pas hésiter à commencer, quoi. Complètement. Et à en parler. C'est important. Manon, toi, tu travailles avec une boîte de communication. Comment les idées viennent ? Est-ce qu'elles te proposent des choses ? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent du terrain ? Comment ça se passe, la collaboration ? Alors déjà, on a dessiné une stratégie de communication. Je pense qu'il y a plusieurs teams et il y a ceux qui vont un petit peu à la vas-y comme je te pousse, ils ont une idée, tiens, ils en parlent. Moi, c'est un peu moins mon truc. J'ai besoin de me dire quel est le message que je veux faire passer, que ce soit à mes clients ou à mes futurs salariés. Et après, je me dis, bah voilà, sur l'année, on va traiter tous ces sujets. Et ce que je demande à la boîte de com, qui accessoirement est une amie à moi, c'est d'apporter une petite touche d'originalité. Parce que j'aime pas quand on a la même com que tout le monde. J'aime bien aussi qu'on se marre quand on prend la parole. Tu vois, c'est dire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux, quoi. Et voilà, et du coup, elle me propose des idées. Elle me dit, bah tiens, j'ai vu ça, j'ai tel inspi, qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que t'es prête à faire ci, ça, ça ? Et après, bah, on vient traiter les différents sujets qu'on a décidés en début d'année, quoi. Et après, s'il y a un truc exceptionnel, parce qu'on a quand même souvent des rebondissements dans nos entreprises, surtout, on ne s'empêche pas de les traiter au fil de l'eau. Ce serait trop dommage, comme tu dis, de ne pas traiter les trucs qui sont cool à partager. C'est sûr. Bah, moi, je bosse en process d'entreprise. L'idée d'avoir un process fiable de bout en bout, de savoir où tu vas et d'intégrer de la flexibilité dedans, je dirais que c'est à ça que ça sert le process, quoi. Ouais. Tu te perds pas, tu sais où tu vas et ça ne t'empêche pas de revoir les choses, quoi. Cette espèce de cadre. Je pense que c'est ce que tu appliques également. Ouais, complètement. Effectivement, il faut savoir ce que tu as envie de dire au départ, quoi. Sinon, c'est et sur les différents sujets, différents angles, et après là-dedans, tu viens mettre tous les bons ingrédients qui font que, mais sa ligne directrice, il faut la voir. Sa tonalité, il faut la voir. Il n'y a pas besoin de faire 15 jours de workshop, créer une usine à gaz. Mais voilà, il faut avoir son cap quand même et ses guidelines. Et après, voilà, le jeu de la com, par contre, c'est effectivement de pouvoir réagir sur des petites choses. Puis ça doit se construire au fur et à mesure. Je suppose que tu dis que vous avez fixé les objectifs, mais tu les revois de temps en temps. Oui, bien sûr. Bah, des fois, on se dit, bah, tiens, là, on a besoin de taffer sur un recrutement. Et puis, on a énormément de chance. Enfin, c'est ce qui nous est arrivé avant les congés. Hein. Enfin, on s'est dit, tiens, il faut absolument qu'à la rentrée, on parle de ce métier-là parce qu'on est en rupture. Et on a recruté 2 personnes en 3 semaines. Donc, tu dis, bah là, on ne va pas poster un truc qui ne va pas nous servir à cet instant-là. On le réutilisera plus tard pour servir à notre objectif. Donc, il faut avoir cette capacité de rebond dans la com comme dans nos entreprises de manière générale. Hein. Pareil. Parfait. Bon, pour toutes les deux, la com, c'est un peu une seconde nature. Donc, j'ai eu envie de jouer avec vous et de me mettre à l'épreuve. Je vais vous proposer maintenant la séquence « C'est classe ou ça casse ». Alors, le principe de « C'est classe ou ça casse », je vous propose une idée pour communiquer sur son activité d'entreprise. Vous me dites si c'est classe. Des idées comme ça vont vous propulser sur une autre planète, on les utilise dès demain. Ou si ça casse, merci de laisser la communication aux professionnels Perrine. Et bien, on va commencer tout de suite. Allons-y. Première idée, communiquer sur son CA. Alors, si je l'ai choisie, celle-là, c'est parce que c'est très utilisé dans l'entrepreneuriat, pas forcément industriel, même pas trop industriel, je trouve. Est-ce que c'est une technique qu'on réutilise ou pas ? Moi, je dis que c'est classe. Sous certaines conditions. C'est donner des chiffres concrétisés, et de la même manière qu'on en parlait juste avant sur les sujets RSE, il faut pouvoir montrer que, et même quand ça va moins bien aussi, donc ça, on le voit moins souvent, hein, mais c'est pas waouh, regardez combien je fais de CA, c'est plus rapport financier, objectif de fin d'année, on est trop content, on a réussi grâce à ça, et en fait c'est simplement comme un outil de concrétisation. Ouais. Donc ça, je trouve ça plutôt classe. Ouais.
C'est vrai que sur le principe, je me serais dit plutôt ça casse au départ, et c'est le même problème dans l'entrepreneuriat plus classique, on va dire, c'est que CA n'est pas égal à marge, n'est pas égal à salaire, donc on peut faire dire beaucoup de choses, et c'est d'autant plus vrai dans l'industrie. On en parlait avec Manon dans son épisode, que vous pourrez aller écouter d'ailleurs. Il y a des investissements machines, donc forcément ce que tu gagnes, c'est pas forcément ce que tu as dans la poche. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, et d'ailleurs, quand on a moins de CA, on peut expliquer que la marge est inchangée. Ça peut être un choix aussi de diminuer tout ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, j'aurais dit ça casse. Ouais. Pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer, mais j'entends aussi ton discours. C'est juste que parfois, sur des plus petites structures ou des boîtes qui sont en cours d'évolution, de construction, ça peut être dévalorisant. Parce que ce que le commun des mortels va regarder, c'est le CA, alors qu'il y a plein d'autres chiffres qui sont exploitables et qui sont pour moi d'autant plus intéressants. Oui, clairement. Par contre, je te rejoins, c'est... faut pas que ce soit l'indicateur phare. Ça fait partie d'autres... voilà, c'est tout un panel d'outils et de leviers et de choses concrètes qu'on peut mettre en avant. Mais il faut pas que ce soit que ça, c'est clair. C'est surtout que, tu vois, des fois, d'une année à une autre, t'as une année qui est un peu merdique. T'as pas forcément envie de communiquer sur ton CA parce que les gens vont se dire ouais, c'est une boîte qui va mal. Ça renvoie pas forcément les bons signaux. Alors qu'il y a tout un tas d'explications qui sont liées au contexte ou à ton environnement qui font que tu as baissé un chiffre d'affaires, mais pour autant, tu es en bonne santé, quoi. Et ça, ouais, c'est là-dessus qu'il faut être C'est là où je trouve ça classe, moi. C'est le jour où on arrivera à parler de ça avec beaucoup plus de sérénité en France, où ça devient aujourd'hui la croissance du CA, la croissance du CA, la croissance du CA, alors que, comme tu dis, en fait, ça veut pas dire grand-chose. Et quand on sera capable de dire ouais, ça a baissé, mais déjà parce qu'il y a des sujets qui ne vont pas forcément dans le bon sens au niveau contraintes législatives, réglementaires, etc., ou effectivement, contexte aussi, crise des matières premières, que sais-je. Mais à côté de ça, tels indicateurs prouvent que ma boîte est en bonne santé. Et quand on sera beaucoup plus à l'aise pour parler de rémunération, en fait, il faut qu'on soit à l'aise de parler de thunes, de chiffres, voilà. Mais tu vois, ça vient chercher un autre sujet, ce que tu viens de dire là, c'est dans quelle mesure on peut parler de sa réussite en France, tu vois. Parce que souvent, on vient, je trouve sur les réseaux sociaux, on vient beaucoup parler, j'ai eu un échec, j'ai vécu ça, et maintenant je suis au top level et tout. Mais ça peut aussi être vite décrié, tu vois. Dès que quelqu'un est en pleine réussite, qu'il excelle, moi je ressens, alors pas de ma part, mais de tout le monde, je ressens plus de la jalousie que de dire putain ouais il a bien gazé et c'est tant mieux pour lui, tu vois. On n'est pas dans un système anglo-saxon où la réussite c'est cool, c'est oh waouh il a super performé, mais attends, il y a des excuses. Il est né avec la cuillère en argent dans la bouche, et puis il y avait papa et maman derrière, et puis il a eu de la chance. Il a eu de la chance, il a trouvé le bon filon, il a cherché. Ou alors, punaise, comme il se la pète, il se prend pour qui. C'est exactement ça. Ouais, du coup, c'est quand même chaud de parler d'argent, comme tu dis. Il faut trouver le juste équilibre. Et effectivement, je pense que si tu habitues les gens à parler, par contre, de ta santé financière, faut être capable de le faire aussi quand ça va mal. Parce que je pense que c'est pire si on t'attend au tournant et que aujourd'hui, il ne parle pas d'argent. Par contre, c'est ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors ? Et là, faut y aller. On crée une autre histoire, quoi. Et c'est bien parce que ça permettra... moi, pour le coup, depuis que j'ai ma boîte, j'ai encore belle marge de progression, mais on n'a pas d'éducation financière en France. Non. Et de savoir communiquer sur, ok, justement, mon chiffre d'affaires a augmenté, mon chiffre d'affaires a baissé, mais à côté de ça, ça ne veut pas dire que ça éduque aussi tous les salariés, les partenaires, tous ceux qui font émerger des boîtes, etc. Et c'est hyper intéressant comme sujet. Donc je pense que c'est classe dans toutes ces conditions. Donc bon, peut-être qu'effectivement, ils ne sont pas toujours réunis en revanche. On va dire niveau marketing expert. Peut-être pas passer dedans au niveau débutant. Je pensais pas du tout que ça allait nous emmener là-dessus, cette discussion, mais franchement, je suis ravie. C'est vrai que si sur chaque classe ou casse, on y passe 10 minutes, ça va être complexe. Ok, je me tais. Moi aussi, non, mais hyper intéressant la tournure que ça a pris. Le deuxième, dénigrer un concurrent. Oh non, mais ça, c'est casse direct. Alors, j'avais un exemple très précis en tête, et je pense que ça modérera un peu, mais effectivement, sur le principe, ça casse. C'est une campagne Burger King contre McDo qui se renvoie la balle, mais je n'ai pas trouvé d'axe sur lequel ce serait vraiment transposable dans l'industrie. Parce que c'est hyper drôle de se les voir se renvoyer la balle, et clairement, on a un CM côté Burger King qui est incroyable, qui n'a pas forcément assez de répondants en face d'ailleurs, mais l'idée, elle est top parce que c'est jamais méchant.
Et je pense qu'effectivement, ça casse. Je suis assez d'accord avec vous. À moins de trouver un truc qui permet de se titiller sans dénigrer, mais sur le principe. Ouais, Pepsi et Coca l'avaient fait aussi, et ça donnait des campagnes de dingue, c'est clair. Mais du coup, ça marche à armes égales déjà, tu vois. Ça, c'est le premier prérequis, quoi. C'est ça. Et si c'est constructif. Oui, pour le coup, je trouve que quand on arrive là, c'est vraiment que t'as rien d'autre à dire. Enfin, moi, voilà, ça m'est jamais arrivé. Hein. Et au contraire, j'ai plutôt des clients qui disent ouais, par contre, attention, faut pas que ça fasse penser que nos concurrents sont plutôt très vigilants par rapport à ça. Ou presque des fois, on a envie de dire non, mais là, vous avez un atout de différenciation, utilisons-le quand même. Ne soyons pas non plus trop humbles. Mais effectivement, moi, si je voyais une boîte Indus casser du sucre sur le dos des concurrents ou dénigrer, en tout cas comme ça, comme externe, ça me donnerait une très très mauvaise image. Tu vois, un petit exemple, du coup, nous, on communique souvent un petit peu plus que nos confrères ou nos concurrents sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Et une fois, on avait fait un post où on essayait de faire deviner à quoi ressemblait une pièce une fois finie, enfin, à quoi elle servait vraiment dans la vraie vie, quoi. Et en fait, il y a un concurrent qui est venu répondre sur le post en disant mais nous aussi on fait ça et on le fait de telle manière, etc. Et je me suis dit waouh, mais en fait c'était pas du tout le sujet. Et presque ça m'a, enfin, j'ai été gênée pour lui parce que je me suis dit il est en train de se décrédibiliser, quoi. Tu vois, le but c'est pas de dire c'est moi qui est la plus belle, qui est le plus bel outil et tout ça, c'est... Non, c'était de la culturation. Ouais, je me souviens, c'était sur le pare-buffle là. Ouais, je me souviens. C'était le barbecue géant, tu vois. Oui, c'est ça, le barbecue géant. Ouais. Non, mais il y a des choses comme ça. Effectivement, tu fais rentrer les gens dans ton univers, mais je pense qu'on a un biais de l'expert à ce moment-là. C'est que toi, tu fais un pas de côté en disant ce que je fais, personne ne sait comment, personne ne sait comment je travaille. Mais ton concurrent, il va dire mais pourquoi elle parle de ça ? Tout le monde sait que c'est ça. Oui. Et c'est ça que les agences de com apportent aussi, c'est le regard extérieur, tu vois. Le regard du candide que nous, on n'a pas, parce qu'on est dedans H24 et on se dit, forcément, comme tu dis, tout le monde est au courant, tout le monde sait ce que c'est, quoi. Donc c'est cool d'avoir... Et on a le même travers quand il s'agit de nos métiers. Ah, mais c'est du bon sens, en fait. Oui. Non, c'est de l'expérience. J'en parlais avec un collègue qui est en stratégie industrielle, pour le coup, donc... aussi dans l'écosystème, il disait ouais, j'emploie une ghostwriter, mais des fois elle me fait des posts simplistes, et je lui ai dit mais simpliste pour qui ? Bien sûr, mais t'écris pas pour toi en fait, et si vraiment tu veux parler stratégie industrielle à des gens qui n'en ont pas entendu parler ou très peu, va peut-être falloir descendre d'un cran pour que les gens ils aient envie de te lire, parce que si tu mets du jargon partout, tes concurrents ils seront hyper contents, mais en fait c'est pas pour eux que t'écris, quoi. Déjà ghostwriter, moi perso, je suis déjà perdue alors. Oui, donc quelqu'un qui écrit des posts pour toi. Rédacteur fantôme. C'est ça. T'as pas ça, toi ? Ta boîte de com, elle écrit pour toi ou tu écris toi-même ? Non, alors, aussi, du coup, j'ai une ghostwriter, mais des fois j'écris aussi des trucs. Mais j'en ai, j'ai une ghostwriter, j'avoue. Voilà. C'est classe, hein. J'avoue, c'est classe. Du coup, le point suivant, c'est collaborer avec un concurrent pour un coup de com'. Classe de ouf. Trop classe. Franchement, méga classe. Ouais. Pour ça, je pensais à la campagne qui avait été lancée par... alors, j'ai plus les noms des boîtes en tête, mais ils faisaient de la protéine végétale. Au moment où steak a été interdit, on ne pouvait plus l'appeler steak végétal. Dans le métro, il y avait 3 concurrents, l'un à côté de l'autre. Et puis, si vous voulez du jambon végétal, ça se passe ici. Et ils se renvoyaient dans leur pub. Donc, campagne complète sur les murs du métro de 3 boîtes concurrentes, mais avec un même marché. Et je trouvais ça ouf. Ouais, moi, je trouve ça génial. Donc ça, on prend. Ah bah on prend. Tu fais ça avec un concurrent, t'as quelqu'un en tête ? Ghostwriter, si tu m'entends. Ça marche. Avouer ses faiblesses. On en parlait un petit peu dans le CA. Moi, je trouve ça classe. Je suis 50-50. Ouais, enfin, ça dépend. Pareil, ça dépend du message, en fait. Si c'est juste un déversoir de problèmes... ou si c'est, tu vois, un prétexte pour dire j'ai eu des problèmes, mais c'est pas ma faute. Mais maintenant je suis une queen, tu vois. C'est pas... ou pour t'excuser parce qu'en fait t'as pas su délivrer dans les temps ou machin. Bon, non. C'est par contre avouer ses faiblesses dans l'objectif de dire bah voilà, on a pris conscience de la roadmap pour nous améliorer, c'est ça. Voilà. Mais attends, c'est là tu disais dans le cadre de la com. La com, ouais. Ouais, ok, d'accord. Ouais, parce qu'en fait,
donne 2 exemples, effectivement, qui pourront peut-être servir vos clients ou toi-même. Il y a Domino's Pizza qui a fait ça à un moment, qui était complètement décrié et qui ont pris tous les commentaires négatifs, qui en ont fait des pubs. En disant, on vous a entendu, on a tout refait, maintenant c'est à vous de venir tester. Ils disaient pas, notre pizza est la meilleure du monde, ils disaient, on a changé par rapport à ce que vous nous avez dit, maintenant venez vous refaire un avis. Ou alors Avis, qui était deuxième de la location de voiture, qui a dit, on est deuxième, mais du coup, on fait plus d'efforts. Dans ce sens-là, méga classe, quoi. Forcément, je cite des trucs qui ont hyper bien marché. Oui. Donc voilà, peut-être à s'inspirer. Et puis je trouve qu'il y a des faiblesses qui peuvent devenir des forces en fait. Par exemple, non, mon produit sur ce sujet-là, c'est pas le meilleur. Mais en fait, on s'en fout parce que vous n'avez pas besoin de cette fonctionnalité-là plus que ça. On connaît nos clients et du coup, oui, là-dessus, on est moins bon que les autres, mais nous, notre valeur, elle est là. Enfin, voilà. Il y a plein de manières, en fait, d'utiliser les faiblesses pour en faire des choses hyper chouettes. Et même chose, des fois, on a un peu du mal à... Et c'est normal, hein. Enfin, moi, la première, plein de trucs, je suis là, en fait, je sais pas. Je suis très à l'aise. Mais je pense que, voilà, c'est... mais il faut être bien accompagné, effectivement. Faut pas non plus se lancer comme ça. Niveau expert de nouveau. Et puis il faut réfléchir à pourquoi tu as envie de le dire, à quoi ça va servir, et voilà, ça se fait pas non plus, n'allez pas raconter toute votre life sur LinkedIn non plus comme ça. Ni vous faire harakiri, quoi. Enfin, la vie est suffisamment une chienne comme ça. Pour... non, merci pour ça. Regardez. Non mais voilà, quoi. Non, je le prends. Du coup, à l'inverse, se proclamer numéro 1, quitte à inventer un micro-marché où c'est vrai. Ça casse. Moi, je casse direct. Faut arrêter avec on est le leader constamment. Si c'est vrai, bien sûr, disons-le. Mais on peut tous être leader quelque part. Hein. Après, tu peux te retrouver tout seul, par contre. Je trouve que c'est souvent genre l'argument phare et je trouve que ça apporte pas grand-chose. Encore une fois, quand on s'invente un peu, comme tu dis, la micro-niche, quoi. Plutôt effectivement insister sur des vrais axes de différenciation forts qui apportent de la valeur au client. J'ai souvent du mal à me demander quelle valeur ça apporte au client d'être leader. Enfin voilà, c'est quoi son bénéfice au client final que tu sois leader. D'un côté, on est quand même nombreux à chercher meilleur logiciel de machin, meilleure boîte qui fait truc. Utilisons de le référencement naturel. De là à ce que ça devienne le discours, effectivement, sur certains leviers, pourquoi pas, mais... Je pense qu'il ne faut pas alimenter ce biais de la perfection, tu vois, qu'on retrouve à titre pro, mais à titre perso aussi, sur Insta, etc. Enfin, moi, je trouve ça très, très malsain, cette culture de la perfection, alors que, on peut être très bon dans un domaine, moins bon dans un autre, et c'est OK, tu vois, c'est mettre en avant ce sur quoi on est bon, pas forcément dire qu'on est les meilleurs. Pareil, c'est les meilleurs pour qui, tu vois. Peut-être que pour tel client, tu seras le meilleur, parce que ce qu'il recherche, il va le trouver en toi, et ce ne sera pas vrai pour un autre, tu vois, donc... Ouais, et puis voilà, effectivement. Stay humble. Parler de leader sur des parts de marché, etc. Non, mais on est bien dans le franglais. C'est toi aussi qui nous a chauffé là, en arrivant. C'est mon côté breton, celtique, tu vois, je penche un peu vers... Ça n'a rien à voir. Peu n'importe. Après, tu as invité 2 personnalités qui partent vite en cacahuète. Je savais ce que je faisais. Emilie a mis son kilt. Préparez-vous pour la suite. Mon petit bignou. On a encore un nouveau concept ? Les dessous de l'Indus. Les dessous de l'Indus. Je note. Très bien. Ouais, là, on peut aller très très loin aussi. Non, mais voilà, quand on parle de leader en termes de part de marché, etc., pourquoi pas ? Mais après, je trouve que c'est un petit peu pareil que quand quelqu'un qui dénigrerait ses concurrents, quand t'as que ça à dire, c'est dommage en fait. Enfin, il y a plein d'autres arguments sur lesquels on peut miser. Et mon petit dernier, c'était faire du building public. Donc parler de la croissance et de l'actu de son entreprise au fur et à mesure pour montrer comment elle grandit. Très en vogue chez les entrepreneurs, infopreneurs qui construisent même leurs produits en public. Est-ce que c'est pareil dans l'industrie ? J'ai du mal à me positionner en ce qui me concerne. Pourquoi pas ? Moi, je trouve plutôt ça classe. Parce que comme je disais tout à l'heure, souvent, les gens ont le reflet de ton entreprise à un instant T. Et si tu les vois pas souvent, parce que tu peux pas visiter tous tes clients en permanence, ils se rendent pas compte des évolutions qui ont été faites, tu vois. Sans parler de trucs majeurs, grandioses, hein, mais c'est des petites choses, quoi. Je pense que c'est bien pour dire ce qu'on fait, quoi.
Ouais, je suis d'accord avec toi, pareil, oui. Tu vas pas aller effectivement raconter le micro-détail, j'ai changé la couleur du PQ. Mais Et encore que mais sur le principe, ouais. Et puis pour le coup, on parle de changer l'imaginaire de l'industrie. Le PQ, c'était trop. Mais on parle de changer l'imaginaire de l'industrie et de montrer un peu plus les coulisses, voilà, ce que ça implique de changer la prod dans une usine. Est-ce que ça implique de changer la couleur du PQ? Voilà. Choisissez du bleu, c'est très bien pour la sérénité. Et, Je sais pas si c'est feng shui ou si c'est pas feng shui quand même, c'est important. Non, quand il même, vaut hein. mieux garder du blanc parce que c'est des colorants sinon après, je crois. Ouais. Ah, du coup, on n'est pas du tout RSE, ouais, c'est bon. Il y a pas peut-être des pensé. colorants naturels, je sais pas. Peut-être. Ouais. Bon, il y a un vrai sujet On va là-dessus. se renseigner, on fera un épisode sur la Ouais. couleur du PQ, ça va très bien. Avec toutes les bonnes et moins bonnes idées qu'on a revues ensemble, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez d'autres choses qui passent ou cassent dans la communication industrielle. Mettez-les nous en commentaire, on en discutera dans d'autres épisodes. Bon, on a vu que le marketing industriel, c'était vraiment un monde à part, alors pourquoi le confier à des agences généralistes ? Ce serait un petit peu comme confier ta voiture à ton cousin qui bricole le dimanche. Peut-être qu'il sait changer une roue, mais a priori, tu vas pas lui confier la sécurité de ta famille au moment de partir en vacances. Et c'est exactement là que le sponsor de la vidéo intervient avec le cabinet MITI. Leur spécialité, c'est l'industrie. Ils connaissent les codes, ils connaissent les cycles d'achat qui peuvent parfois prendre des années, la complexité technique qu'il faut rendre claire pour convaincre et surtout transformer ton expertise en vraie valeur pour ton marché. Concrètement, ça donne quoi ? Une étude de marché pour mieux te positionner, une plateforme de marque qui reflète ton ADN, un site web refondu pour mettre en avant ton savoir-faire et même des actions plus ciblées comme l'influence, les réseaux sociaux ou les relations presse. Bref, le cabinet MITI, c'est ton partenaire de confiance pour toutes les étapes de la vie de ton entreprise. Alors, même si ta petite cousine a déjà posté 3 réels sur Insta, laisse ton marketing aux professionnels. Pour en avoir le cœur net, tu peux les contacter sur www.cabinet-miti.fr. Je te mets le lien dans la description. Émilie, si je trouve que c'est complètement idiot les réseaux sociaux. Ils sont nombreux aussi, hein. C'est horrible cette question. Arrêtez de dire ça. Le cri du cœur. Je comprends parce que moi-même, il y a des choses qui me dépassent. Dans mon monde perso, les trends TikTok et tout, franchement, je me dis waouh, où est-ce que l'humanité en est arrivée ? C'est terrible. Mais à côté de ça, mine de rien, les médias sociaux, LinkedIn déjà pour moi c'est complètement différent. On parle d'un réseau social qui est B2B pour faire du business. Donc certes, il y a des gourous là qui vont nous raconter la mort de leur chien. Bon, d'accord. Mais une fois qu'on a fait le tri, il s'y passe des choses hyper intéressantes. Et si on parle des réseaux sociaux plus B2C, type justement Insta, TikTok et tout ce qui s'ensuit, bah oui, ça peut nous paraître un peu idiot, ça peut nous paraître un peu futile. C'est peut-être pas là qu'il faut investir la majeure partie de son temps et la majeure partie de son budget com. Mais il y a quand même des choses qui s'y passent. Je prends l'exemple des politiques, ils l'ont bien compris. À un moment donné, il faut investir ces plateformes-là parce que sinon, il y a toute une partie de la population qu'on ne touche pas. Et ça, on peut militer, revendiquer par ailleurs de punaise, c'est dommage, les gens ne consomment que du contenu snacking. Punaise, pas de souci, militer. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut dire « Ah bah non, mais moi je trouve ça trop nul, donc j'y vais pas. » Ok, super. Bah, ceux qui trouvaient ça trop nul, Internet, dans les années 90-2000, j'aimerais bien savoir où ils sont, quoi. Voilà. Ma mère trouvait que Madonna percerait jamais la première fois qu'elle l'a vue à la télé. Bon, ouais, voilà. Donc, son métier, c'est pas producteur de musique. Hein. Je le dis tout de suite. Pardon, maman, pour cette anecdote. Alors, je profite d'avoir 2 reines de la communication à mes côtés. Communication et marketing. Nos couronnes. Ouais, pardon, j'ai oublié les couronnes. Vous voulez un casque ? Prenez un casque. Surtout pour qu'on s'inspire de vos succès, en fait. Donc, on va passer à la séquence, la fierté du patron, ou plutôt de la patronne. Je voudrais que chacune, vous me racontiez une anecdote, un truc dont vous êtes vraiment fière, donc soit personnel, soit pour tes clients, Émilie, et toi, Manon, une action marketing que tu as passée et qui a eu beaucoup de succès et dont tu es particulièrement fière. Il y en a une qui veut commencer, qui est inspirée tout de suite ? Je peux. Vas-y. Malheureusement, ce ne sera pas pour mes clients, même si je les aime beaucoup, cœur sur eux. Mais pour une fois, je vais prendre un peu
je ne sais pas comment dire. Donc, pour une fois, ce ne sera pas pour mes clients, cœur sur eux, Ouais. mais c'est sur l'action qui a permis en tout cas, qui a contribué à la naissance des Influstriels, l'association que je préside. Vous pouvez aller voir l'épisode dédié aux Influstriels qui est déjà paru sur la chaîne. On vous met la vidéo ici. Perfect. Magnifique transition. On avait créé un livrable, parce qu'au cabinet, évidemment, on crée plein de livrables. Faut bien qu'on fasse notre propre communication. Et c'était la liste des personnes à suivre dans l'industrie, des gens qu'on trouvait intéressants, influents, qui prenaient un sujet sur plein de facettes de l'industrie. Et en fait, on a publié ça sur LinkedIn et ça a fait un jeu de ping-pong. Des gens se sont tagués, faudrait rajouter telle personne. Ah, mais trop bien, je connaissais pas, etc. Et après, chemin faisant, ça nous a permis de nous réunir sur Global Industrie avec toute une partie des gens de cette liste. Et petit à petit, alors c'est pas que ça qui a fait que le collectif a été fondé, mais ça y a un peu contribué. Et je pensais pas du tout, en fait, quand j'ai publié ce document-là. Donc assez fière de ça. Et puis du coup, ça m'a permis de rencontrer plein de gens géniaux. Donc j'en suis très contente. Et ça fait un peu écho au fait qu'on te dit de tester ton marché avant de lancer un truc. Là, finalement, avant la naissance du collectif, tu avais testé, il y avait de l'attraction, il y avait une envie d'aller vers ça. Donc c'est très cool. Ouais, voilà. Chouette. Et ben on prend. Manon, bravo. Bravo, Queen Mitty. Moi, c'est une action assez récente. Alors, on a fait plusieurs postes pour le recrutement, parce qu'on travaille la marque employeur de Zintrameto. Et j'ai une nana qui m'a contactée en me disant j'ai eu un coup de cœur pour votre entreprise, j'ai eu un coup de cœur pour le poste. Et quand je fais, donc évidemment, je l'ai reçu. Et quand je lui ai demandé pour quelle autre structure elle postulait ou quelle typologie de poste, elle m'a dit ah non, mais en fait, moi, je ne suis venue qu'ici, quoi. J'ai tellement eu un coup de cœur pour l'entreprise que c'est ça que j'ai envie de faire demain, quoi. Et là, je me suis dit, ouais, Banco, on a gagné. Enfin, on a rempli l'objectif et ça m'a touchée. Alors que c'était un poste de recrutement, c'était pas un truc personnel, mais ouais, j'ai trouvé ça super chouette. Et on y est arrivé, quoi. Ça a du sens, quoi. Ouais, ça a du sens. Ça a du sens et ça marche vraiment. Des fois, on me dit, ah ouais, mais vraiment, est-ce que ça sert à quelque chose que tu fais et tout ça? Bah oui, parce qu'en fait, on a recruté plusieurs personnes grâce aux réseaux sociaux. Et là, pour le coup, c'est une vraie réussite, quoi. C'est quelqu'un qui va rentrer dans pas longtemps dans l'entreprise. On verra si le coup de cœur se confirme. Mais voilà, la com, ça permet vraiment de faire le reflet de... C'est vraiment le reflet de ce qu'il y a chez nous en interne, quoi. Ça fait complètement écho à ce que tu disais au départ, de savoir de quoi tu veux parler et dans quel objectif. Là, c'est immédiatement mesurable. Tu as fait un poste, tu arrives à recruter, tu as rempli tes objectifs, quoi. Ouais. Donc la com sert à quelque chose, point. Complet. Voilà. J'aime beaucoup vos histoires. Je vais vous embaucher. Ça win. C'est hyper touchant en tout cas, c'est très chouette. On arrive vers la fin de cette émission. Je vous ai toutes les deux déjà soumises. Je ne suis pas d'accord, je veux rester ici. Ok, alors. Chercher sa couronne. C'est ça. Prochaine fois, je ramène des couronnes, promis. Je vous ai toutes les deux déjà soumises aux questions signatures, donc on ne va pas la refaire. Encore une fois, vous pouvez aller voir les épisodes d'Émilie et Manon qui sont très riches. Pour le mot de la fin, je voudrais avoir votre message d'espoir, votre phrase pour convaincre un dirigeant qu'il doit oser la com industrielle, le marketing industriel. Non, moi, mon message, ce serait de dire essayez, vous serez piqué. Globalement, je touche du bois pour que ça continue, mais tous mes clients qui sont venus nous voir en disant bon, bah voilà, je me rends bien compte qu'il faut que je communique, franchement, j'ai pas très envie, en tout cas, on le sent un petit peu comme ça entre les lignes. Et ben finalement, après, ils y prennent du plaisir. Quand bien même ils délèguent, etc., ils se rendent compte de l'impact. Ils voient qu'en interne, ça suscite de la fierté aussi, de montrer sa boîte, ce qu'elle fait de bien, les beaux projets, etc. Mince, je suis trop obligée de tout recommencer. Non, je sais pas. Mais ça suscite de la fierté en interne. Évidemment, ça attire les partenaires, les investisseurs, les clients, etc. Et c'est plutôt un exercice qui est valorisant. Finalement, on cherche à communiquer sur ce que vous faites de bien, vos atouts. Ça permet de vraiment se connaître aussi. Et finalement, ça permet aussi d'avoir des discussions de « Ah, mais oui, c'est vrai qu'on fait ça, mais en fait, c'est top. » Et mine de rien, c'est un super exercice. Donc, la plupart du temps, voilà. Une fois qu'on a passé le premier cap, qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, après, ça part tout seul. Et c'est presque eux qui nous disent « Ah ouais, mais il faudrait communiquer là-dessus. » Oh, calmons-nous. On a établi des objectifs, respectons-les. Essayez, vous serez piqué. Ok, je prends.
Venez comme vous êtes. Ah, Non, moi, vraiment le conseil que j'ai à donner, c'est de rester authentique et de pas chercher à faire comme tout le monde. De plus en plus, notamment avec ChatGPT, Gemini, etc., on voit des posts qui se ressemblent. Enfin, clairement, les posts qui sont faits avec l'IA sans être travaillés, etc., on les voit, comme le nez au milieu de la figure. Et je trouve ça hyper dommage parce que, certes, c'est un super outil, mais on appauvrit l'information. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des choses hyper standardisées et finalement, ça ne reflète pas ce qu'il y a à l'intérieur de votre boîte, quoi. Donc, faites-les avec votre patte, quoi. Your touch. Moi, je retiens ta phrase de on veut montrer dedans. Non, on veut montrer dehors ce qu'il y a dedans. Ça me fait penser au Kinder. Et je me dis, mais oui, dans les Kinder, il y a des surprises. Putain. Et les gens, ils achètent des Kinder, pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'il y a des surprises dedans. Bah, c'est pareil. Ouais. Il faut montrer les surprises qu'il y a dans votre entreprise. Et on transforme l'industrie en Kinder Surprise. Ouais, Okay, et qui n'aime pas les Kinder en plus ? Qui n'aime pas les Kinder, qui n'aime pas les bonnes surprises ? Exactement. Personne. Bon, c'est vrai que souvent les jouets Kinder c'est un peu de la daube, mais c'est un autre sujet. Oui, et puis par contre on n'est pas trop sur le Made in France là les filles, mais bon, on fera un effort. C'est très sucré, c'est très mauvais pour la santé. Surtout ne consommez pas de Kinder. même si c'est bon quand même. Ouais. Super. Comment est-ce qu'on vous suit ? Comment est-ce qu'on rentre en contact avec vous ? Non, bah, sur LinkedIn globalement. Ouais, moi aussi, principalement sur LinkedIn ou sur notre site internet www.centrameto.fr. Très bien, on met tous les liens dans la description de toute façon. Et comme je vous l'ai déjà dit, on a déjà tourné un épisode solo avec Manon, avec Émilie. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne, ils étaient passionnants aussi, donc n'hésitez pas, si vous nous découvrez via cet épisode, à aller écouter les précédents. Et merci Perrine. Merci Perrine. On ne peut plus continuer à se plaindre du manque de CV dans les candidatures industrielles. S'il n'y a pas un mouvement global pour une industrie plus visible et plus attractive. On ne veut pas du policé, on veut du vrai, du brut, du tangible. J'espère que cet épisode aura ouvert quelques chakras. Le talk revient le mois prochain. Et en attendant, vous retrouvez entre les épisodes les formats audio. Dosez l'efficacité.